De Gaulle avait affublé l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, du sobriquet de « machin ». Un seul mot et tout était dit. Chapeau mon Charlot. Un machin, c'est un bidule dont on ne sait pas trop quoi faire, dont on ne sait pas à quoi il sert, mais qui fait des trucs. Mais quel genre de truc fait donc l'ONU ? Essayer de sauver le monde libre, ça c'était il y a 50 ans, c'est un peu daté. Aujourd'hui, l'ONU, plus que jamais, se mêle de tout et de n'importe quoi, et de plus en plus de ce qui ne la regarde pas. Contraception, égalité homme-femme, avortement, tout ce qui est rassemblé sous le joli nom de droit reproductif. Le droit reproductif, ce n'est pas l'abonnement au service de reprographie du quartier, c'est en fait l'encadrement de toutes les pratiques liées à la famille et à la vie au nom d'une immorale morale mondialiste. L'ONU, n'en déplaise au pape François, qui dans sa dernière encyclique nous explique qu'il n'y a rien de mieux que la gouvernance mondiale, est aujourd'hui l'un des lieux privilégiés de l'expression de la culture de mort. Sous couvert de protection de la planète, elle nage dans le malthusianisme le plus bêta, rêve de distribuer des pilules sur les 5 continents et d'étendre toujours plus les possibilités de recours à l'avortement, d'Helsinki à Johannesburg, en passant par Kuala Lumpur et Bogota. Superbe programme. L'ONU milite donc pour la régulation des naissances, mais par le biais de ses filiales, comme par exemple la FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population. Quel est le travail du FNUAP ? Son boulot ? Entre autres, nous faire croire qu'il existe un droit imprescriptible à l'avortement et tout faire pour en assurer la promotion. Le FNUAP, c'est en même temps à l'international. D'un côté, il affirme, je cite, qu'il n'effectue pas, ne promet pas et ne finance pas l'avortement, fin de citation. De l'autre, il suggère, comme lors de l'une de ses dernières rencontres, je cite, qu'il pourrait faire plus pour promouvoir l'avortement. Du vrai en même temps macronien que je vous dis. Il se félicite, je cite encore, de son leadership discret pour que les produits provoquant l'avortement, figurant sur les listes de médicaments essentiels de plusieurs pays, soient promus. Tout en finesse, je vous cause une fois. Trump avait drastiquement réduit les financements du FNUAP. Kamala Biden et Joe Harris, c'est l'inverse, mais ça n'est pas grave, ont comme objectif prioritaire de les réaugmenter. Inutile de préciser que l'ONU et ses filiales, avec la nouvelle présidence américaine, vont connaître un formidable encouragement à leurs ô combien saines activités. Sur cette conclusion enthousiasmante, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Le planning familial commence très fort l'année avec une communication très inclusive et offensive. Le planning familial, selon la définition communément admise, est un organisme au service de l'égalité homme-femme. Mais sans les hommes et sans les femmes. Vous suivez ? Bravo, vous êtes des champions, moi je cale. En ce début 2021, pour apporter sa contribution à la folie ambiante, le planning familial des Bouches-du-Rhône a donc choisi de mettre en ligne un texte doré à leur fin sur les règles et la contraception, en exécutant la prouesse de ne pas mentionner une seule fois le mot « femme ». Il n'y est question que de personnes qui ont des règles et qui ont des contraceptions possibles, de personnes qui ont un utérus, de personnes qui ont leurs règles, de personnes qui sont enceintes, de personnes, vraiment personne. Le planning familial est tellement dans la défense de l'égalité homme-femme qu'avec lui, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus personne. C'est tellement plus simple. C'est du Brigitte Bardot dans le texte de sa chanson Fleuve « Je n'ai besoin de personne » en Harley Davidson. Besoin de personne, c'est tout. Au fait, comment s'appelle une personne qui a un utérus et qui a ses règles ? Si vous répondez une femme, soit vous n'avez rien compris, soit
vous êtes un horrible sexiste. Eh bien, cette fois-là, même les féministes trouvent ça pathétique, c'est dire. Même l'ancien président de la LICRA trouve ça délirant, c'est dire. Là, ça veut dire qu'on a vraiment touché le fond du fond. Vous rendez-vous compte, ces excités du planning ont réussi un tour de force, défendre la cause des femmes en les faisant disparaître. C'est une manière de régler le problème un peu expéditive. Moi, je les aime bien, les femmes. Faut qu'elles existent quand même. Après quelques décennies de lutte féministe, le résultat obtenu laisse sans voix. Ces agités du bocal auront réussi à faire disparaître purement et simplement l'objet de leur combat. Saluons la performance. C'est assez logique finalement. Les militants antiracistes ont bien tout fait pour faire disparaître le mot de race. Et alors, comment lutter contre quelque chose qui n'existe pas ? Avouons quand même que les féministes et leurs élucubrations nous fournissent une source inépuisable de chroniques. Tout cela pourrait être presque comique si cela n'était pas financé à grands coups de subventions. Une fois de plus, les caisses de l'État servent à alimenter des obsessions pathologiques à des milliards de kilomètres de la défense de la personne, homme ou femme, tout simplement. S'il n'y a plus d'hommes et plus de femmes, il n'y a donc plus de personnes. S'il n'y a plus de personnes, plus besoin de planning familial. Il faut le dissoudre au plus vite. Allez, la clé sous la porte et bon débarras. Bon, nous sommes encore au début de l'année. L'on peut encore faire des vœux fous. Sur ces vœux fous, je vous souhaite une très bonne soirée. Biden a beau avoir 78 ans et presque toutes ses dents, ou en tout cas un dentier rutilant, c'est un bosseur, un acharné, un super gars. Il a pris des forces pendant toute la campagne présidentielle américaine, terré dans sa cave parce qu'il savait qu'une fois élu, un gros agenda l'attendrait. Effectivement, voilà à peine quelques jours qu'il est élu et il a déjà pris à bras-le-corps les dossiers les plus cruciaux de son mandat et il signe des décrets à tire le haricot vert. Quel est l'un de ses objectifs immédiats à réaliser de toute urgence ? Contenter le lobby LGBT, son plus puissant soutien à la fois médiatique et souterrain. Ben oui, quoi, pétard de sort, le showbiz hollywoodien ne s'est pas rangé derrière la bannière démocrate pour des prunes marocaines. Tout ce beau monde attend des actes et Joe s'empresse de s'exécuter. Voyons plutôt. Une de ses premières mesures est de nommer un ministre transgenre dans son gouvernement. Ça, c'est un geste puissant politiquement, fort, idéal pour se réconcilier avec les 74 millions d'électeurs de Trump envoyés à la poubelle à coups de fraude. Monsieur Madame Rachel Levine, né Richard, a donc fait son entrée dans le staff de Biden comme secrétaire adjoint à la santé. Je ne sais pas si vous avez vu la tête du bonhomme bonne femme, mais je n'aimerais pas le croiser le soir tout seul dans un corridor mal éclairé. Il paraît qu'il s'occupe de pédiatrie et de psychiatrie. Moi, si je le rencontre, je serre ma ceinture à triple tour, ça c'est sûr. Compte tenu de son parcours personnel tourmenté, il y a mieux pour inspirer confiance. On apprend sur ce monsieur madame que sa spécialité ce sont les opioïdes, la marijuana médicale, les troubles de l'alimentation ou encore la médecine LGBT. Chouette, ça en fait des perspectives de loi progressiste, tout ça. Je les vois d'ici. Mais le camarade Biden ne s'est pas contenté de cette nomination en fanfare. Des actes, il faut des actes, vous dis-je. À peine son auguste postérieur installé dans le bureau ovale, il a donc aussi signé un décret concernant la prévention et la lutte contre la discrimination fondée sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. C'est beautiful, c'est émouvant. Voilà un homme qui a le sens des priorités. Je traduis pour vous car ce n'est pas évident. Ce fabuleux décret permettra dorénavant aux sportives transgenres
c'est-à-dire nés hommes, de participer aux compétitions féminines, d'aller en toute quiétude dans les vestiaires féminins. C'est ce qu'on appelle le progrès. Que c'est bon tout ça. Moi, je m'achète dès aujourd'hui un vélo d'appartement. Je me muscle 24 heures sur 24 et je me fais sportif transgenre pour aller faire du voyeurisme dans les vestiaires féminins. Je vais aller mater les gonzesses. C'est bon tout ça. Je deviens pire que Cohn-Bendit et Duhamel et c'est quand même difficile de faire pire qu'eux. On dit que c'est le mouvement BLM, comme Black Lives Matter, qui a aidé à porter Biden au pouvoir. Je crois, moi, bien plutôt, que durant son mandat, c'est le mouvement LGBTQZXY plus OBCD du sexe et des poussières qui va faire la loi. Il se mesure que Biden planche sur un décret rétablissant les financements fédéraux pour les plannings familiaux américains, grands promoteurs de l'avortement pour tous. Mais bon, il est catholique, il a la bénédiction du pape François et un programme de justice sociale. Donc tout va bien. L'on peut donc lui donner le bon Dieu sans confession, alors que le Donald, de façon certaine, va griller dans les feux de l'enfer de toute éternité. Sur cette constatation époustouflante, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Faut-il que nos soi-disant élites politiques soient sourdes et aveugles pour cocoricoter bruyamment au sujet d'un pseudo-accord entre les organisations musulmanes du Centre français du culte musulman, le fameux CFCM, et l'État français? Les récentes négociations ressemblent furieusement à ce que l'on a appelé en son temps les accords de Munich. À Munich, un Hitler remonté comme un petit réveil roulait dans la farine les négociateurs français et anglais incapables de comprendre la réalité politique du moment, à savoir que le chancelier allemand, comme il l'avait dit et écrit à maintes reprises, n'attendait que le moment propice pour conquérir l'Europe. Les accords de Munich promettaient la paix éternelle, l'épouvantable Seconde Guerre mondiale éclatait quelques mois plus tard. Il en va de même pour une charte improbable aboutissant à la création d'un islam rêvé, cela pour quelques raisons très simples. Première raison, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, a reconnu à plusieurs reprises l'incompatibilité absolue entre l'islam et les valeurs démocratiques. Si c'est la CEDH qui le dit. Seconde raison, le sultan Erdogan a indiqué qu'il n'y avait pas d'islam modéré ou d'islam radical, mais qu'il n'y avait qu'un unique islam, point barre, fondé sur l'unique Coran, point barre. Troisième raison, aucune association musulmane intégrée au CFCM n'accepte la moindre critique du Coran, qui est la charte politico-religieuse appliquée à la lettre. Or, le Coran est en complète opposition avec les principes et valeurs ayant cours dans les pays occidentaux. Quatrième raison, le Coran explique que lorsque les musulmans sont minoritaires dans une nation, il est de leur devoir de pratiquer la taqiyya, c'est-à-dire la dissimulation et le mensonge, jusqu'à ce qu'ils prennent le pouvoir. À l'évidence, le CFCM pratique la taqiyya, il a tout intérêt à faire semblant d'accepter une charte qu'il foulera aux pieds avec allégresse jusqu'à l'islamisation définitive de notre pays. Cinquième raison, depuis 40 ans, les dirigeants musulmans européens expliquent régulièrement que la conquête de l'Europe par l'islam est leur objectif principal et que le premier pays à être soumis sera la France. Ce ne sont pas des complotistes qui le disent ou l'écrivent, mais les plus grandes notabilités musulmanes européennes. Il faut les croire puisqu'ils le disent. Sixième raison, plusieurs membres du CFCM refusent, à juste titre, une telle charte. Ils sont logiques avec eux-mêmes, puisque cette charte contredit le Coran et préfèrent, pour des raisons qui sont les leurs, ne pas pratiquer la taqiyya pour cette fois.
J'arrête là cette énumération fastidieuse permettant d'arriver tout droit à une conclusion évidente. Tout accord entre le CFCM et l'État français pourra s'apparenter purement et simplement à la tragédie des accords de Munich de sinistre mémoire. Lorsqu'une telle charte aura été signée, Macronor, Covidor et son petit Darmanin pourront tambouriner furieusement sur leur petite poitrine poilue en disant « Nous sommes les meilleurs, des vrais Napoléons du XXIe siècle ». En fait, ils resteront dans l'histoire comme des Marie couche-toi là, comme les Français de sinistre mémoire le furent à Munich. Sur cette triste constatation, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Le Donald n'est plus à la Maison-Blanche, c'est un fait. Papy Biden est le nouveau locataire de la Maison-Blanche, c'est un fait. Peut-on en tirer la conclusion définitive que le Donald a tout perdu? Ce serait aller un peu vite en besogne, n'en déplaise à la quasi-totalité des médias français dits mainstream. À propos de ces fameux médias, il est tout à fait inintéressant de s'intéresser à ceux de gauche qui remplissent consciencieusement toutes les cases pourries du journalisme idéologue. En revanche, les médias dits de droite méritent d'être regardés de près. Et là, comme dit tante Gertrude, j'ai envie de crier « Haro sur la figue, sus à la Figaro !» J'ai une passion pour le cri de guerre de tante Gertrude. J'ai donc analysé en détail sur plusieurs mois la façon dont un journal dit de droite, qui paraît le matin, mais dont je cacherai le nom, a traité l'élection américaine. Pour ce journal, tout s'est tenu en quelques mots. Biden est un dieu, le Donald est le diable. Pas un titre valorisant pendant des mois et des mois pour le Donald. Pas de photos valorisantes pendant des mois et des mois pour le Donald. Le Donald, une horreur. Un violent, un hystérique, un fou furieux, un diviseur, plus tous les noms en iste possibles et imaginables. Souverainiste, populiste, droitiste, moraliste, militariste et autres joyeusetés. En revanche, Joe Biden est tellement sympathique, ouvert, tolérant, rassembleur, souriant, affable. Il va recoller tous les morceaux cassés par le diable Donald. Et pourtant, en prenant un peu de recul, il semble que le Donald ait remporté une victoire éclatante. Il a démontré avec brio qu'il était possible de donner un coup d'arrêt formidable à la déconstruction de son pays menée par les démocrates et le système politico-médiatique, sachant que le dit système s'autorisait à agir frauduleusement, dictatorialement, violemment, pour conserver le pouvoir, ses privilèges et son chemin de déconstruction. Le Donald a mené une politique pro-vie offensive en attaquant frontalement le planning familial. Le Donald a maîtrisé la mortelle immigration déstabilisatrice venant du Sud grâce à son mur qui a rendu fou furieux le pape François, ce qui est bon signe pour le Donald qui aurait pu provoquer une crise cardiaque chez le pape. Le Donald a lancé avec succès la réindustrialisation de son pays en renégociant astucieusement les accords commerciaux avec la Chine. Le Donald a considérablement aidé, sur un plan économique, les populations noires ou latines défavorisées, réduisant de façon importante le taux de chômage dans ces populations. Le Donald a révélé au monde entier la dictature du système médiatique qu'il a honteusement censuré. Le Donald a montré son attachement profond au petit peuple, tellement méprisé par des élites insupportables, etc., etsi, c'était à ski, comme disent les Tartares de Mongolie. De tout cela, le monde entier a pu prendre conscience en dépit des mensonges ou des insuffisances médiatiques. N'en déplaise à certains journaux français dits de droite, sus à la Figaro, sus à la Figaro. Finalement, les 4 années du Donald auront totalement bouleversé le cheminement tranquille de déconstruction mené par les déconstructeurs de tout poil. Il s'agit donc d'une sorte de victoire historique pouvant donner le mode opératoire de la reprise du pouvoir par des hommes et des femmes
véritablement axé sur le bien commun et non promoteur acharné du mal commun. En ce qui me concerne, je m'incline donc respectueusement devant cet homme historique qu'est le Donald, qui, j'en suis absolument convaincu, n'a pas encore dit son dernier mot, n'en déplaise à La Figaro. Sur cette conclusion enthousiasmante pour l'avenir, je vous souhaite une très bonne soirée.